Aujourd'hui, nous accueillons Sabine Fagald, cofondatrice de la branche solaire de WPD France. Depuis 2017, WPD Solar développe des projets photovoltaïques à travers le pays. Dans cet entretien, elle partage sa vision sur la transition énergétique, les défis rencontrés et l'avenir du solaire en France. Donc Sabine Fagald, je fais partie donc de l'équipe qui a créé la branche solaire de WPD, qui est donc un groupe avant tout éolien, qui était acteur dans l'éolien terrestre en premier, puis dans l'éolien offshore. Et donc j'ai été moi embauchée pour monter l'équipe Solaire France, qui a été montée en 2017. Et donc on a commencé à 2 en 2017 et aujourd'hui on est à peu près 50 personnes. Et je suis à la fois directrice du développement et DG de la structure française. Quel est le rôle de WPD dans la transition énergétique en France? On est fournisseur d'électricité, hein. Le groupe ne gagne de l'argent que par la vente de kilowattheures verts, donc kilowattheures éoliens essentiellement, quelques kilowattheures solaires parce qu'il y a des pays où il y a eu des petites centrales solaires développées. Mais aujourd'hui, nous sommes producteurs d'électricité et donc notre volonté en France, c'est de produire de l'électricité en masse et à un prix compétitif pour alimenter le réseau français d'électrons verts compétitifs. Aujourd'hui, on a commencé donc en 2017. On a eu nos premières autorisations dès 2022 et on commence les constructions de nos parcs cette année. Le WPD Solar France aujourd'hui n'a pas de parc raccordé encore. Aujourd'hui, on est sur la construction de 2 extrêmes, un gros parc dans la Nièvre, mais lui qui sera mis en service en 2026. Et le petit parc dont je parle, il est en Charente-Maritime, dans le 17. Voilà, un petit parc de 2 mégas sur des terrains communaux. Quel est l'état du parc solaire de WPD en France? Je pense qu'on fait partie des nouveaux entrants. Donc effectivement, en termes de parcs existants, on n'est pas beaucoup. Par contre, on a quand même, je pense, un joli portefeuille et on fait partie des acteurs qui veulent compter dans le temps et être un acteur durable pour le marché du photovoltaïque au sol en France. Beaucoup d'acteurs du marché des énergies renouvelables se plaignent des contraintes administratives en France qui sont, selon eux, un frein à la décarbonation. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué au niveau administratif. Après, une des contraintes quand même aussi beaucoup, c'est le mauvais positionnement ou la crainte des territoires ou du grand public. Parce que les territoires sur lesquels on travaille aujourd'hui, on travaille beaucoup en concertation. Donc, on ne fait que des projets de territoire au niveau WPD Solar France et on ne va pas sur des projets où les territoires refusent de se lancer. Par contre, on se rend compte qu'un des freins, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises informations ou de fausses idées sur les énergies renouvelables et la nécessité du sol aujourd'hui et de l'éolien terrestre peut être des fois, on le voit, rayé un peu de façon dogmatique et complètement destructive pour la filière. Comment procédez-vous par rapport à la concertation citoyenne lors de l'élaboration d'un projet? Mais du coup, nous, on a quand même un gros travail de sélection des zones pour être sûr que le projet que l'on fait derrière, c'est un projet qui a du sens d'un point de vue production photovoltaïque et qu'on sait que derrière, on va pas avoir de surcoût parce qu'on choisit une zone qui n'est pas adaptée. Donc, on cherche vraiment des zones dédiées. Et une fois qu'on a trouvé des zones dédiées, tout de suite, on implique le territoire pour savoir si il adhère au projet ou pas. Et si il y a des communes qui disent non, on ne veut pas en entendre parler, et où à ce moment-là, on ne va pas sur les projets. Après, cette concertation, elle est quand même déjà, il y a en général 2 ans entre le moment où on signe, où on identifie un site et le moment où on peut déposer un permis. On est entre 1 an et demi et 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, il y a quand même aussi des moments où on a des résistances et où on essaie de les contrer, ces résistances-là. Il ne suffit pas de dire on n'en veut pas et on s'en va. Quand il y a un bon site, on essaie quand même d'être convaincant et de revenir et d'expliquer et de prendre le temps d'expliquer pourquoi on fait. Et effectivement, des exemples aujourd'hui, si on monte par exemple, nous on fait essentiellement de l'agrivoltaïsme maintenant parce que si on a besoin de taille au sol et pour faire de la taille, il faut faire sur du terrain agricole. Il y a beaucoup des fois d'oppositions qui sont non, mais c'est des coactivités alibi. Dans ces cas-là, souvent on part avec les exploitants avec qui on travaille et ils nous épaulent pour montrer que non, ils ont besoin du projet et qu'ils sont partie prenante du projet et que dans le cas de notre projet en tout cas, ce n'est pas une coactivité alibi. Comment faites-vous pour convaincre les personnes qui ne veulent pas de votre projet?
Quels sont les principaux arguments? Aujourd'hui, est-ce qu'on on sait qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité et je pense que personne n'a envie que l'électricité, flambe, que les prix électriques flambent et que c'est incontestable vu le coût de production du kilowattheure avec l'éolien terrestre et le sol, que c'est 2 technologies qui peuvent vraiment permettre de juguler, l'augmentation du tarif de l'électricité. Donc ça, c'est une première chose et deuxième chose, c'est une opportunité quand même pour les territoires, vu que c'est une production qui peut être délocalisée, de capter cette valeur parce qu'on est quand même ce sont des sociétés qui créent de la valeur ajoutée, donc il y a des taxes associées à ça, il y a, on amène une création de valeur sur des territoires qui en ont forcément du coup des retombées. Les contraintes sont donc plus d'ordre administratif ou citoyen? Aujourd'hui, les contraintes, elles sont d'un ordre administratif et on se rend compte qu'il y a une dérive de plus en plus citoyenne. Nous, dans le solaire au sol, on commence à avoir des comités citoyens qui se montent de façon très systématique et souvent qui nous attaquent sur des sujets globaux, qui ne connaissent même pas notre projet, hein, qui viennent mettre leur nez en gros dans des projets qui ont été quand même pensés avec les territoires. C'est une dérive qui est en train de vraiment arriver dans le solaire au sol aussi et qui n'existait pas jusqu'à il y a 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, il n'y avait pas de sujet. Maintenant, on s'aperçoit que sur de plus en plus de projets, on a des comités citoyens qui se montent. Mais malheureusement, parce que moi je comprends que les citoyens, ils aient besoin de donner leur avis. Malheureusement, c'est souvent, déconnecté, décorrélé du projet lui-même. C'est plus des situations, des positions, systématiques de dire le solaire au sol, ça casse nos paysages. On a le cas là dans une commune où ils disent ça c'est une atteinte au paysage. On a fait attention, quand on a choisi l'emplacement du projet, d'aller dans un endroit où effectivement, il y a un impact, hein. C'est évident que de mettre des panneaux, c'est pas anodin, mais c'est par rapport aux spécificités du paysage de la commune, c'est vraiment l'endroit le moins impactant possible. On a réfléchi à ça et on a tenu compte du sujet. Et pourquoi on est sur cette commune? C'est que cette commune, elle est vraiment tout près d'un poste de raccordement. Donc c'est important, de garder ça, comme objectif, de ne pas être loin de le raccordement du réseau. Comment conjuguer performance énergétique et préservation de la biodiversité? Aujourd'hui, pour moi, les centrales photovoltaïques au sol, elles sont très peu impactantes d'un point de vue environnemental parce en fait, elles permettent de garder des milieux ouverts. Et si on a le bon couvert végétal, on est tout à fait propice à l'environnement. Vous laissez un couvert végétal de jachère fleurie ou des choses comme ça, pour les pollinisateurs par exemple, ça peut être des vraies zones de biodiversité. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le sujet, il n'est pas tellement de l'environnement par rapport aux centrales photovoltaïques, parce que ça, clairement, maintenant, tout le monde s'accorde à dire à peu près que si on laisse faire la nature, on travaille correctement l'espace naturel sous les panneaux, on n'a pas trop d'impact. C'est plus que si vous voulez faire une coactivité agricole, vous avez des contraintes qui vont souvent contre la biodiversité. Le sujet, il est plus entre l'agricole et la biodiversité. Alors, pas du tout dans des contraintes de agriculture intensive et des choses comme ça. C'est plus, par exemple, de moments de fauche et des choses comme ça qui peuvent être incompatibles avec le bien-être animal. Donc, c'est plus des calendriers des fois qui ne correspondent pas. Dans la prochaine PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la France a revu à la hausse ses objectifs de production solaire. Pensez-vous qu'il est possible de les atteindre dans le contexte actuel? Nous, aujourd'hui, on se bat pour qu'il y ait ces objectifs à la hausse pour montrer une volonté politique. Clairement, techniquement, c'est compliqué de les atteindre parce qu'on a des vrais sujets de raccordement de nos projets, de capacité, oui, à absorber la file d'attente de tous les projets en demande de raccordement. Donc, ça va être les atteindre, ça va être compliqué. Mais s'il n'y a pas la PPE qui donne l'objectif, il n'y aura pas de signal fort non plus. Donc, moi, la PPE, pour moi, c'est très important qu'on la vote rapidement pour montrer cette ambition politique. Mais clairement, ça sera compliqué d'atteindre les objectifs. Mais au moins, ayons-les pour essayer de les atteindre. Quelles sont vos prévisions en termes de capacité installée, d'intégration au réseau et de place dans le mix énergétique national? Nous, aujourd'hui, on est plus dans le fait de dire qu'on veut avoir un ancrage français et vraiment dans les régions, hein, parce que les équipes de développement et les équipes de réalisation et bien sûr de maintenance sont toutes en région. On veut avoir un ancrage dans les régions qui font qu'on est un acteur historique, ou en tout cas qui est là pour longtemps, et on veut être capable, en gros,
de se dire qu'on installe une centaine de mégawatts par an. Je pense d'être dans une structure qu'on arrive à dérouler ça sans faire ces yo-yo comme c'est le cas actuellement. On arrive dans un mode, dans une certaine stabilité et on pense qu'il y aura de la place pour plusieurs acteurs comme ça parce qu'il y a encore largement de quoi faire. L'ambition de WPD, c'est d'offrir à ses salariés et à ses clients une structure durable dans le temps. Donc, effectivement, on s'aperçoit que le marché des énergies renouvelables pour l'instant est très cyclique. On est encore sur quelque chose, il y a des marchés qui se ferment, des territoires, des pays qui se ferment, des pays qui s'ouvrent. On est encore dans un secteur très volatile. Et je pense que l'ambition du groupe, c'est d'aller choisir les pays où elle se met et d'offrir des emplois stables et durables dans les pays où elle a décidé de se développer. On parle beaucoup de la solarisation de la France, notamment avec les friches, les parkings, les toitures. Quelle est la stratégie de WPD Solar sur ces segments-là? Aujourd'hui, pour nous, pour moi, c'est assez clair. C'est bien de faire tout ça, mais ça coûte cher parce que c'est souvent des petits terrains où il y a souvent beaucoup de biodiversité. Hein. Tout le monde vous dira une friche. Attention, une friche industrielle, c'est un réservoir de biodiversité. Donc, c'est des projets qui sont souvent compliqués à développer, qui coûtent cher et en mesure de compensation et en taille de projet, etc. Donc, pour moi, oui, tout ça, c'est très bien, mais ça voudra dire que l'État doit aider et continuer à subventionner ces projets. Pour moi, c'est des projets qui ne pourront sortir de terre que si la CRE et l'État continuent à les subventionner. Nous, WPD, aujourd'hui, on est plus positionné sur de l'agri-PV et sur des bons projets agricoles et photovoltaïques pour être capable de fournir des kilowattheures qui pourront vivre sans subvention de l'État, c'est-à-dire via des PPA ou des offres d'autoconsommation, d'être dans une vente directe aux consommateurs et de ne plus avoir besoin de support de l'État. Là où la solarisation telle qu'elle est décrite et que vous l'avez décrite, hein, les parkings, les friches, etc., c'est un kilowattheure qui coûte cher et qui aura besoin de subvention de l'État. Comment voyez-vous le marché français du solaire dans 10 ans? J'espère qu'on aura réussi à ce qu'il y ait une filière avec des acteurs, un certain nombre d'acteurs, des professionnels qui permettront de continuer à développer cette filière dans un esprit d'efficacité et de paix territoriale, on va dire. Qu'on ait fait le tri des gens qui veulent produire de l'électron localement et de façon respectueuse des spécificités de chaque territoire. Si vous souhaitez retrouver d'autres entretiens exclusifs sur le monde de l'énergie, rendez-vous sur Énergie à la Une.